Je suis arrivé à Paris avec une valise légère, un appareil photo autour du cou et une idée très lourde dans la tête. Pendant des années, j'avais imaginé cet endroit comme une sorte de scène parfaite, presque comme si chaque rue était conçue pour être photographiée, comme si chaque personne savait exactement comment marcher avec élégance, comme si le temps ici suivait un autre rythme, plus délicat, plus beau. Peut-être parce que j'ai grandi au Japon entouré d'ordre, de précision et d'une esthétique très soignée, je pensais que Paris serait une version plus romantique de tout cela, comme si c'était la même discipline enveloppée de lumière dorée. Mais dès mon premier jour, même avant que le décalage horaire ne disparaisse, quelque chose a commencé à fissurer cette image. Ce n'était rien de dramatique. C'était quelque chose de très petit. C'était voir un coin de rue sale, avec des sacs poubelles empilés sans aucun soin, juste à côté d'un café rempli de touristes en train de photographier leurs croissants. Ce contraste m'a laissé confuse. Ce n'était pas laid, mais ce n'était pas non plus la carte postale parfaite que j'avais imaginée. J'ai beaucoup marché ce premier jour. J'ai parcouru des rues étroites, entendu des langues du monde entier, vu des couples s'embrasser sans se soucier de rien. Mais j'ai aussi vu des gens fatigués, des visages sérieux, des gestes pressés. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre que Paris n'était pas fait pour être beau en permanence. Paris était fait pour être vécu, et cela incluait l'imperfection. Au Japon, même dans les plus grandes villes, il existe une sorte de respect silencieux pour l'espace partagé. Ici, au contraire, tout semblait plus libre, plus chaotique. Au début, cela m'a mise mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un laisserait une table désordonnée dans un café alors qu'il y a tant de beauté autour. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que cette liberté est précisément ce qui permet à Paris d'être Paris. Le deuxième jour, j'ai décidé de m'asseoir dans un café sans rien planifier. Juste observer. J'ai commandé un café simple, quelque chose qui, au Japon, serait servi avec une précision presque cérémonielle. Ici, il est arrivé rapidement, sans trop d'attention, mais avec un goût fort, direct. Je me suis assise face à la rue, et ce que j'ai vu m'a plus surprise que n'importe quel monument. Les gens n'étaient pas pressés comme à Tokyo. Mais ils n'étaient pas non plus détendus comme dans certaines villes côtières. C'était un rythme étrange. Ils marchaient comme s'ils avaient toujours quelque chose en tête, mais sans courir. Ils s'arrêtaient pour parler, mais sans exagérer. Tout semblait spontané. Et cela, pour quelqu'un comme moi, habitué à des structures claires, était difficile à interpréter. Une femme âgée s'est assise près de moi. Elle a sorti un livre, commandé un café et a simplement commencé à lire. Personne ne la regardait. Personne ne l'interrompait. C'était comme si ce petit moment lui appartenait entièrement. Au Japon, ce type de scène existe aussi, mais ici, il avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement du calme. C'était une sorte de droit naturel d'occuper l'espace. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre pourquoi certains touristes se sentent déçus. Pas parce que Paris est moins bien qu'ils l'imaginent, mais parce qu'il est plus réel. Et la réalité correspond rarement au fantasme que nous construisons de loin. Les jours suivants, cette sensation s'est renforcée. Je suis allé dans des lieux célèbres, ceux que l'on voit dans tous les guides, ceux que tout le monde veut voir. Et oui, ils étaient impressionnants. Mais ils étaient remplis. Remplis de personnes essayant de capturer le même moment, sous le même angle, avec la même expression. Et cela m'a donné une sensation étrange. Comme si nous poursuivions tous une version de Paris qui n'existait pas vraiment. Alors j'ai décidé de changer ma façon de regarder. Au lieu de suivre des itinéraires touristiques, j'ai commencé à marcher sans direction. Je suis entré dans des quartiers moins connus, où les bâtiments n'étaient pas parfaits, où les boutiques n'étaient pas conçues pour les touristes. Et là, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'ai vu des boulangeries où les habitants entraient sans regarder le menu, parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient. J'ai vu des marchés où les conversations étaient rapides, directes, sans formalités inutiles. J'ai vu des enfants jouer sur de petites places, sans se soucier de rien d'autre que du moment présent. Et dans ces lieux, Paris a cessé d'être une idée pour devenir une ville réelle. En tant que japonaise, il y a quelque chose que je porte toujours en moi. Une attention constante à l'environnement. Un besoin de comprendre les règles, même lorsqu'elles ne sont pas écrites. À Paris, ces règles sont plus flexibles. Et cela peut être déroutant. Par exemple, dans un petit restaurant, j'ai essayé de me comporter avec la même politesse qu'au Japon.
J'ai attendu patiemment, parlé doucement, essayé de ne pas déranger. Mais le serveur semblait plus intéressé par une conversation avec un autre client que par ma commande. Au début, je me suis senti ignoré. Mais ensuite, j'ai mieux observé. J'ai compris que cette conversation n'était pas un manque de professionnalisme. C'était une part de la vie du lieu. Une relation plus humaine, moins structurée. Cela ne veut pas dire que tout est facile à accepter. Il y a eu des moments de frustration. Des moments où j'ai pensé que les choses pourraient être plus efficaces, plus organisées. Mais il y a aussi eu des moments où j'ai ressenti quelque chose que j'expérimente rarement au Japon. Une sensation de légèreté. Comme si tout n'avait pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Un soir, j'ai marché le long de la Seine. L'air était frais, la lumière douce, et des groupes de personnes étaient assis, simplement en train de parler. Ils ne faisaient rien de spécial. Ils ne cherchaient pas à créer du contenu, ni à capturer la meilleure image. Ils étaient simplement là. Et cela m'a fait réfléchir à la façon dont, parfois, la recherche constante de beauté nous fait oublier la simplicité de vivre. Au Japon, beaucoup de choses sont belles parce qu'elles sont soigneusement conçues. À Paris, beaucoup de choses sont belles malgré le fait qu'elles ne le soient pas. Et cette différence est profonde. J'ai aussi remarqué quelque chose dans la manière dont les Parisiens vivent le temps. Il ne semblait pas y avoir la même urgence d'optimiser chaque minute. Il y avait des pauses. Des espaces vides. Et ces espaces, qui au début me semblaient inefficaces, ont commencé à me paraître nécessaires. J'ai compris que la déception de nombreux touristes ne vient pas de ce qu'est Paris, mais de ce qu'ils attendent qu'il soit. Ils attendent une perfection constante. Ils attendent du romantisme à chaque coin de rue. Ils attendent une expérience uniforme. Mais Paris ne fonctionne pas ainsi. Paris est contradictoire. Il est beau et négligé. Il est élégant et chaotique. Il est chaleureux et distant. Et peut-être que ce mélange est précisément ce qui le rend authentique. Après une semaine, je ne cherchais plus la ville que j'avais imaginée avant d'arriver. J'ai commencé à accepter la ville qui était devant moi. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Les détails qui me dérangeaient auparavant ont commencé à m'intriguer. Les différences culturelles ont cessé d'être des obstacles pour devenir des portes. Même les moments inconfortables, comme ne pas comprendre une conversation ou ne pas savoir comment réagir dans certaines situations, sont devenus une partie précieuse de l'expérience. Un après-midi, je suis entré dans une petite librairie. Elle n'était pas célèbre, elle n'apparaissait dans aucun guide. Mais elle avait une atmosphère intime, presque silencieuse. Le propriétaire m'a parlé, non pas comme à une touriste, mais comme à quelqu'un qui était simplement là. Et cette interaction simple m'a fait me sentir plus connecté à la ville que n'importe quel monument. Paris n'est pas une ville qui vous accueille immédiatement avec chaleur. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas toujours douce. Mais si vous restez suffisamment longtemps, si vous cessez de la comparer à vos attentes, elle commence à vous montrer quelque chose de plus profond. Elle commence à vous montrer une manière de vivre où l'imperfection n'est pas un défaut, mais une caractéristique. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus surprise. Parce qu'en venant du Japon, où l'harmonie est une valeur centrale, où l'ordre est une forme de respect, où chaque détail est soigné avec précision, rencontrer une ville qui fonctionne autrement a été un choc. Mais aussi une leçon. J'ai appris qu'il existe plusieurs façons de créer de la beauté. Certaines viennent du contrôle, de la précision, de la planification. D'autres viennent de la liberté, du désordre, de la spontanéité. Et aucune n'est meilleure que l'autre. Elles sont simplement différentes. À la fin de cette première semaine à Paris, je ne ressentais plus de déception. Mais je ne ressentais plus non plus cette fascination idéalisée avec laquelle j'étais arrivé. Je ressentais quelque chose de plus équilibré. Une compréhension plus réelle. Paris n'est pas un rêve. C'est une ville. Et comme toute ville, elle a des couches, des contradictions, des moments lumineux et des moments plus difficiles. Mais si l'on est prêt à la voir telle qu'elle est, sans essayer de la transformer en ce que l'on avait imaginé, elle peut nous apprendre quelque chose de très précieux. Elle peut nous apprendre à lâcher prise. À accepter l'inattendu. À trouver de la beauté dans l'imperfection. Et peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin, plus que nous ne le pensons. Quand je suis reparti ce soir-là pour rentrer à mon hébergement, je n'avais pas l'impression d'avoir visité une ville parfaite. J'avais l'impression d'avoir rencontré une ville qui m'avait légèrement changé. Et pour moi,
cela avait beaucoup plus de valeur. Le troisième jour à Paris, quelque chose a changé en moi, mais pas de manière brusque. Ce n'était ni une révélation soudaine, ni une émotion forte. C'était plus discret, plus intérieur, comme si un petit ajustement invisible s'était produit dans ma manière de regarder. Je ne me sentais plus vraiment surprise, mais je ne me sentais pas non plus complètement à l'aise. J'étais entre les deux. Dans un espace où l'observation devient plus profonde que le jugement. Ce matin-là, je suis sorti plus tôt que d'habitude. Au Japon, se lever tôt est presque une habitude naturelle, surtout en voyage. On veut devancer la foule, saisir les lieux avant qu'ils ne se remplissent. Je pensais retrouver cette sensation ici. Mais en marchant dans les rues encore calmes, j'ai compris que le matin à Paris ne fonctionne pas comme ailleurs. La ville ne s'éveille pas de façon uniforme. Elle s'étire lentement. Certaines boutiques sont déjà ouvertes, d'autres restent fermées. Certaines rues sont animées, d'autres presque silencieuses. Il n'y a pas cette synchronisation que je connais bien. Je suis entré dans une petite boulangerie, presque vide. Il n'y avait pas de file, pas de précipitation. Juste une présence tranquille. La personne derrière le comptoir ne m'a pas accueilli avec un sourire automatique. Elle m'a simplement regardé, attendant que je parle. Au début, ce genre d'interaction me déstabilisait. Au Japon, l'accueil est presque instantané, codifié, précis. Ici, il est plus neutre, plus ouvert, moins encadré. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas mal interprété. Je l'ai accepté. J'ai acheté un pain simple, encore chaud, et je suis sorti. Je me suis assise sur un banc, et j'ai observé la rue. Les gens passaient, chacun dans son propre rythme. Il n'y avait pas de flux homogène. Pas de mouvement collectif. C'était une accumulation de trajectoires individuelles. Et soudain, cela ne m'a plus semblé désordonné. Cela m'a semblé vivant. Plus tard, j'ai pris le métro. J'avais entendu beaucoup de choses à son sujet. Certaines positives, d'autres moins. Je voulais voir par moi-même. En descendant, j'ai immédiatement remarqué le bruit. Pas agressif, mais constant. Un mélange de pas, de voix, de train. Rien n'était atténué. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi. Les gens ne cherchaient pas à éviter le regard des autres comme au Japon. Mais ils ne cherchaient pas non plus le contact. C'était une indifférence souple, naturelle. Un homme parlait au téléphone sans se soucier du volume. Un groupe de jeunes riait librement. Une femme regardait fixement par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Et moi, au milieu de tout cela, je me suis senti étonnamment calme. Parce que, pour la première fois depuis mon arrivée, je ne comparais pas. Je ne pensais plus à ce qui est normal ou non. Je regardais simplement ce qui est. En sortant du métro, je me suis retrouvé dans un quartier sans intérêt touristique évident. Et pourtant, c'est là que j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus authentique. Les cafés étaient petits, les commerces simples, les interactions directes. Les gens semblaient se connaître, ou du moins reconnaître les visages. Je suis entré dans un café discret. Pas de menu traduit. Pas de décoration pensée pour attirer l'attention. Juste des tables, des chaises, et des conversations. Je me suis assise. J'ai attendu. Le serveur n'est pas venu immédiatement. Et cette attente, qui au début m'aurait dérangé, ne m'a pas pesé cette fois-ci. Parce que j'avais compris quelque chose. Ici, le temps ne se gère pas de la même manière. Quand il est venu, il a pris ma commande simplement, sans formalités inutiles. Ce n'était ni froid, ni chaleureux. C'était juste suffisant. Et cela m'a fait réfléchir. Au Japon, l'hospitalité est une forme d'art. Chaque geste est pensé. Chaque détail est contrôlé. Ici, l'hospitalité est plus libre. Moins parfaite, mais plus spontanée. En buvant mon café, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'aurais pas vus avant. La manière dont les gens tiennent leur tasse. La façon dont les conversations s'enchaînent sans pause calculée. Le fait que personne ne semble pressé de partir. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Paris n'est pas une ville que l'on consomme. C'est une ville dans laquelle on doit s'accorder. Dans l'après-midi, j'ai marché sans but précis. Mais cette fois, ce n'était pas une tentative de fuir les lieux touristiques. C'était un choix naturel.
Et en marchant ainsi, j'ai commencé à voir autrement. Un homme réparait son vélo avec une concentration totale, comme si rien d'autre n'existait. Une femme discutait longuement avec un commerçant, sans urgence. Un groupe d'amis partageait une bouteille de vin sur le trottoir, sans musique, sans spectacle, juste pour être ensemble. Ces scènes sont invisibles pour ceux qui cherchent autre chose. Mais elles sont essentielles pour comprendre la ville. Je crois que c'est là que beaucoup de voyageurs se trompent. Ils cherchent des moments exceptionnels. Mais Paris est une accumulation de moments ordinaires. Et c'est précisément ce qui le rend unique. En tant que japonaise, cela m'a profondément marqué. Parce que je viens d'une culture où les détails sont importants, mais où ils s'inscrivent dans un cadre très structuré. Ici, les détails existent aussi. Mais le cadre est plus flou. Et dans ce flou, il y a une forme de liberté. Ce n'est pas une liberté confortable au début. Mais c'est une liberté réelle. Le soir, je suis retourné marcher. Les lumières commençaient à apparaître. La ville changeait doucement de rythme. Ce n'était pas une transition nette entre le jour et la nuit. C'était progressif. Les gens sortaient, se retrouvaient, s'installaient en terrasse. Le temps semblait s'étirer. Et cela m'a surprise. Parce qu'au Japon, le temps est souvent segmenté. Structuré. Organisé. Ici, il semblait couler. Et dans ce mouvement, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Une continuité. Comme si la journée ne se terminait pas, mais se transformait. Cette nuit-là, je me suis assise près de la Seine. Mais contrairement aux jours précédents, je ne cherchais plus à analyser ce que je voyais. Je ne cherchais plus à comprendre. J'étais simplement là. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. La déception que j'avais ressentie au début n'avait plus de place. Pas parce que tout était devenu parfait. Mais parce que je ne mesurais plus la réalité à mes attentes. Et quand cette mesure disparaît, quelque chose d'autre apparaît. Une forme d'acceptation. Une manière plus douce de regarder. Ce troisième jour, je n'ai pas découvert un nouveau Paris. J'ai découvert une nouvelle façon d'être à Paris. Et peut-être, une nouvelle façon d'être, tout simplement. Le 5e jour à Paris a été différent, mais d'une manière presque imperceptible. Ce n'était pas un changement spectaculaire. C'était plus subtil, comme une transformation intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui modifie tout. Je me suis réveillé plus tard que les jours précédents. Sans alarme. Sans plan précis. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je n'ai ressenti aucune inquiétude à l'idée de perdre du temps. Au Japon, le temps est quelque chose que l'on respecte profondément. Il a une structure, une valeur, une direction. En voyage, cela devient encore plus évident. Chaque moment doit être utilisé, optimisé, rempli. Mais ce matin-là, à Paris, je n'ai pas ressenti ce besoin. Je suis resté quelques minutes à regarder la lumière entrer dans la pièce. Rien d'exceptionnel. Juste une lumière douce, un peu diffuse, qui se posait sur les murs et les objets. Et pourtant, cela m'a semblé suffisant. Quand je suis sorti, je n'avais aucun objectif. Je n'avais pas de liste. Je n'avais pas envie de voir quelque chose en particulier. Je voulais simplement marcher. Les rues étaient calmes. Certaines personnes commençaient leur journée, d'autres semblaient encore dans une forme de lenteur matinale. Une femme nettoyait devant sa boutique avec des gestes réguliers, sans précipitation. Un homme arrangeait des fruits sur un étal, non pas de manière parfaite, mais avec attention. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Au Japon, le soin est souvent associé à la perfection. Ici, le soin semblait lié à la présence. Il ne s'agissait pas de faire les choses parfaitement, mais de les faire pleinement. Cette idée m'a accompagné tout au long de la journée. Je suis arrivé dans une petite place. Rien de spectaculaire. Pas de monument célèbre. Mais il y avait de la vie. Des personnes âgées assises en silence. Des jeunes qui discutaient. Quelqu'un jouait de la musique sans attirer l'attention. Ce n'était pas une performance. C'était simplement un moment partagé avec l'espace. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je n'ai pas attendu que quelque chose se passe. Je n'ai pas cherché une émotion particulière. Je n'ai pas essayé de capturer l'instant.
Je l'ai simplement vécu. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très important. Je n'étais plus en train de chercher Paris. J'étais en train d'être à Paris. Cette différence est difficile à expliquer, mais elle change tout. Parce que lorsque l'on cherche, on compare. On mesure. On évalue. Mais lorsque l'on est simplement présent, il n'y a plus de comparaison. Il n'y a que l'expérience. Plus tard, je suis entré dans un petit musée. Pas un grand lieu célèbre. Juste un endroit discret, presque caché. Il y avait peu de visiteurs. Le silence était doux, non imposé. J'ai marché lentement, sans lire toutes les descriptions, sans essayer de tout comprendre. Je regardais. Et devant une œuvre que je ne connaissais pas, j'ai ressenti quelque chose de familier. Ce n'était pas une émotion forte. C'était une connexion calme. Cela m'a rappelé quelque chose du Japon. Cette capacité à apprécier les détails simples, à trouver de la beauté dans ce qui n'est pas spectaculaire. Et j'ai réalisé que, pendant les premiers jours, j'avais oublié cela. J'étais venu avec des attentes trop grandes. Et ces attentes m'empêchaient de voir ce qui était juste devant moi. En sortant du musée, une légère pluie a commencé à tomber. Pas une pluie forte. Juste une présence constante, presque apaisante. Les gens ne couraient pas. Ils ne semblaient pas dérangés. Certains ouvraient un parapluie. D'autres continuaient comme si de rien n'était. Moi aussi, j'ai continué. Je n'ai pas cherché à m'abriter immédiatement. J'ai marché sous la pluie. Et à ma propre surprise, cela ne m'a pas dérangé. Au contraire, cela m'a ancré dans le moment. Et là, j'ai compris autre chose. Paris ne cherche pas à éliminer l'inconfort. Il ne cherche pas à rendre chaque expérience parfaite. Il te laisse ressentir les choses telles qu'elles sont. Et c'est à toi de décider comment les vivre. Au Japon, beaucoup de choses sont pensées pour réduire les frictions, pour créer une harmonie constante. Ici, la friction existe. Mais elle n'est pas forcément négative. Elle peut être une invitation. Une invitation à être plus présent. Dans l'après-midi, je suis entré dans un café. Encore un. Mais cette fois, ce n'était pas par curiosité. C'était presque devenu naturel. Je me suis assis et j'ai observé. Une couple discutait à côté de moi. Ce n'était pas une conversation légère. Il y avait une tension. Mais ils ne cherchaient pas à la cacher. Ils parlaient ouvertement, sans retenue excessive. Et cela m'a marqué. Au Japon, nous avons tendance à contenir nos émotions, surtout en public. Ici, l'expression semblait plus directe. Au début, cela peut sembler brusque. Mais il y a aussi une forme d'honnêteté. Comme si les émotions faisaient partie intégrante de l'espace partagé. Et en observant cela, j'ai compris quelque chose. Chaque culture a sa manière de créer un équilibre. Au Japon, cet équilibre passe souvent par la retenue. À Paris, il semble passer par l'expression. Deux chemins différents. Mais aucun n'est supérieur à l'autre. Ils sont simplement le reflet de visions du monde différentes. En fin de journée, j'ai marché encore. Sans but. Mais avec une présence différente. Les lumières de la ville apparaissaient progressivement. Rien de théâtral. Juste une transformation lente. Les gens sortaient du travail. Certains se retrouvaient. D'autres s'installaient seuls en terrasse. Il n'y avait pas de rupture nette entre le jour et la nuit. Tout semblait couler. Et dans ce flux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti au début du voyage. Une continuité. Comme si la vie ici ne se divisait pas en moments séparés, mais se déroulait en un seul mouvement. Le soir, je suis retourné près de la Seine. Mais cette fois, je n'étais plus une observatrice extérieure. Je faisais partie du moment. Je n'essayais pas de comprendre les conversations autour de moi. Je ne cherchais pas à analyser les comportements. Je n'étais pas en train de comparer. J'étais simplement là. Et c'est là que j'ai pensé à la déception. Ce mot qui avait accompagné les premiers jours. Il n'avait plus de sens. Parce que la déception ne vient pas de la réalité. Elle vient de l'écart entre ce que l'on attend et ce que l'on vit. Et quand cet écart disparaît, la déception disparaît aussi. Elle laisse place à autre chose.
quelque chose de plus calme. De plus vrai. Ce 5e jour, je n'ai pas découvert un nouveau lieu. Je n'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai vécu quelque chose de profondément important. J'ai arrêté d'attendre. Et à partir de là, tout est devenu plus simple. Plus léger. Plus réel. Et peut-être que c'est cela, finalement, que Paris essaie de montrer. Non pas une ville parfaite. Mais une manière différente de regarder ce qui existe déjà. Le dernier jour à Paris est arrivé sans prévenir, comme une fin qui ne cherche pas à être dramatique. Il n'y a pas eu de moment précis où je me suis dit que tout se terminait. C'était plutôt une sensation douce, presque silencieuse, comme si le voyage lui-même ralentissait pour me laisser le temps de comprendre. Je me suis réveillé sans précipitation. Je ne ressentais plus cette envie de courir, de voir encore une dernière chose, de remplir les dernières heures. Au contraire, j'avais envie de ralentir encore plus, comme si c'était la seule manière d'honorer ce que j'avais vécu. Je suis resté quelques instants à regarder la lumière entrer dans la chambre. Elle n'était pas spectaculaire. Elle ne mettait rien particulièrement en valeur. Et pourtant, elle me semblait plus sincère que toutes les images parfaites que j'avais vues avant de venir ici. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de très simple. Je n'étais plus en train de chercher Paris. Parce que Paris n'était plus quelque chose à atteindre. C'était devenu quelque chose à ressentir. Je suis sorti une dernière fois. Les rues ne me semblaient plus inconnues. Elles n'étaient pas devenues familières au sens habituel, mais elles ne m'étaient plus étrangères. Je reconnaissais des détails. Une façade, une boulangerie, un coin de rue. Mais surtout, je reconnaissais une atmosphère. Et cette atmosphère ne me résistait plus. Je marchais lentement, sans destination. Chaque pas était plus conscient. Non pas parce que je voulais mémoriser, mais parce que j'étais présente. Je suis passé devant des endroits que, quelques jours plus tôt, j'aurais ignorés ou jugés. Une rue un peu sale, une terrasse désordonnée, un trottoir abîmé. Mais cette fois, je ne les voyais plus comme des défauts. Je les voyais comme des fragments d'une réalité plus large. Et cette réalité ne cherchait pas à être parfaite. Elle existait simplement. Je suis retourné vers la Seine, presque naturellement, comme si c'était devenu un point d'ancrage. Je me suis assise au même endroit que les jours précédents. Mais cette fois, il n'y avait plus de comparaison, plus d'analyse, plus de distance. Il y avait juste le moment. Les gens autour de moi continuaient leur vie. Certains parlaient, d'autres regardaient l'eau, certains riaient, d'autres semblaient perdus dans leurs pensées. Rien n'était exceptionnel. Et pourtant, tout me semblait suffisant. Je pensais à mes premiers jours. À cette légère déception que je n'osais pas vraiment nommer. À cette distance entre ce que j'imaginais et ce que je voyais. Et je me suis rendu compte que cette déception n'était pas liée à Paris. Elle venait de moi. Elle venait de l'image que j'avais construite avant d'arriver. Une image trop lisse, trop cohérente, trop parfaite. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image, on pense que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, c'est simplement l'image qui était fausse. Paris ne m'a jamais promis d'être parfait. C'est moi qui lui ai demandé de l'être. Et quand j'ai cessé de lui demander cela, tout a changé. La ville n'est pas devenue plus belle. Mais elle est devenue plus vraie. Et dans cette vérité, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Une forme de calme. Pas le calme ordonné que je connais au Japon. Un autre type de calme. Un calme qui accepte le désordre, les imprévus, les contradictions. Un calme qui ne dépend pas de la perfection. Je me suis levé et j'ai continué à marcher. Sans me presser. Sans vouloir retenir chaque détail. Parce que je savais que ce que je devais emporter ne pouvait pas être capturé. Ce n'était pas une image. Ce n'était pas un lieu précis. C'était une sensation. Avant de partir, je suis entré dans un café une dernière fois. Je me suis assise, j'ai commandé un café, et je suis resté là. Sans téléphone. Sans appareil photo. Sans intention particulière. Juste là. Et dans ce moment très simple, j'ai ressenti quelque chose de très clair. Je ne partais pas avec de la déception. Mais je ne partais pas non plus avec une admiration aveugle. Je partais avec une compréhension.
Une compréhension que je n'aurais jamais pu avoir sans passer par l'inconfort, par la confusion, par la différence. Paris ne m'a pas offert une expérience parfaite. Il m'a offert une expérience honnête. Et c'est beaucoup plus précieux. Parce qu'une expérience parfaite disparaît vite. Mais une expérience honnête reste. Elle te transforme doucement. Elle change ta manière de voir. Pas seulement un lieu. Mais aussi toi-même. Quand j'ai pris ma valise pour partir, je n'ai pas ressenti de tristesse intense. Il n'y avait pas de scène dramatique. Juste un départ. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je ne voyais plus les choses de la même manière. Je n'attendais plus la perfection avec la même insistance. Je savais maintenant que la beauté peut exister autrement. Qu'elle peut être imparfaite. Incomplète. Contradictoire. Et malgré tout, profondément vraie. C'est cela que Paris m'a appris. Pas à aimer une ville. Mais à accepter une réalité. Et peut-être que c'est pour cela que certaines personnes repartent déçues. Parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'elles étaient venues chercher. Mais si l'on accepte de perdre cette attente, si l'on accepte de ne pas tout comprendre immédiatement, alors quelque chose d'autre apparaît. Quelque chose de plus discret. Mais aussi de plus durable. Une vérité simple. Paris n'est pas une carte postale. Ce n'est pas un rêve. C'est une ville vivante. Imparfaite. Parfois belle. Parfois déroutante. Mais toujours authentique. Et au final, ce n'est pas Paris qui doit correspondre à nos attentes. C'est à nous d'apprendre à regarder autrement. Et peut-être que le vrai voyage commence exactement à ce moment-là. Quand on cesse de chercher ce que l'on imaginait. Et qu'on commence enfin à voir ce qui est réellement devant nous.